côté des électeurs, c'est quelque part un vote sanction à l'encontre d'Emmanuel Macron qui n'aurait pas été à l'écoute de leurs revendications, de leur souffrance, même si on parle de ces territoires où il y a quand même une misère sociale très prégnante. Et de l'autre côté, il y a aussi visiblement une stratégie de normalisation de l'extrême droite qui a profité à Marine Le Pen. On voit que le vote Front National sur cette élection se cristallise fortement sur les salariés, de manière générale. Marine Le Pen fait quasiment jeu égal avec Emmanuel Macron dans la France entière sur l'électorat de 25 à 50 ans. C'est un chiffre quand même extrêmement marquant. Elle est très majoritaire chez les ouvriers, chez les employés, chez les femmes, dans toute la classe servicielle. Nous avons le plaisir de recevoir Vincent Jarousseau, photographe, documentariste et auteur de l'Illusion nationale et les racines de la colère. 4 jours après les résultats du second tour et les 41,5% obtenus par la candidate du Rassemblement national, eh bien, la crainte s'impose. On craint que Marine Le Pen soit élue présidente à la prochaine élection. Et la question aussi se pose de savoir quel est le profil de ces 13 millions d'électeurs et pourquoi ils ont voté Marine Le Pen. On en discute donc avec Vincent Jarousseau. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être avant de parler de vos travaux, est-ce que vous avez été étonné du score de Marine Le Pen? Écoutez, non, j'ai pas vraiment été étonné dans la mesure où déjà c'est un résultat qui était quand même annoncé de longue date, mais je dirais qu'il y a eu plutôt des incertitudes dans toute la période après-campagne, à la fin de l'automne, notamment quand il y a eu la candidature d'Éric Zemmour. Moi, pour ma part, je n'ai jamais cru au fait que la candidature d'Éric Zemmour puisse mordre sur l'électorat traditionnel, on va dire, de Marine Le Pen. Donc dans cette France désindustrialisée, pour bien connaître ces terrains, pour y travailler depuis de nombreuses années, le discours d'Éric Zemmour, sa personne, ce qu'il pouvait incarner, n'avait pas prise. Il n'était pas forcément d'ailleurs connu de tous ses électeurs, et ça s'est confirmé dans les résultats du premier tour. Et on a bien vu qu'il y a eu, je dirais au contraire, c'est une candidature qui a dégagé un terrain et qui a permis d'une certaine manière à Marine Le Pen de franchir un pas supplémentaire dans cette campagne électorale. Oui, Vincent Jarousseau, vous connaissez bien l'électorat de Marine Le Pen, puisque vous avez coécrit l'Illusion nationale avec Valérie Gounet, qui est historienne, spécialiste du négationnisme et de l'extrême droite en France, paru en 2017 sous forme d'un roman photo. Ensemble, vous avez mené une enquête dans 3 villes dirigées par le Front National depuis 2014, Hayange en Moselle, Beaucaire dans le Gard et Hénin-Beaumont. 2 ans après, vous publiez un nouvel ouvrage intitulé « Les racines de la colère ». Donc pendant 2 ans, vous avez suivi le quotidien de 8 familles issues de milieux populaires de Denain, une petite ville de 20 000 habitants dans le nord de la France, l'une des communes les plus pauvres de France, où Marine Le Pen réalise également un score impressionnant. Vincent, pourquoi vous avez choisi de donner la parole à ces populations ? Disons qu'en 2014, quand j'engage ce projet autour du vote Front National, c'est d'abord le fruit d'une rencontre avec cette historienne Valérie Gounet, qui venait de sortir à l'époque un essai important sur l'histoire de ce parti. Et je trouvais à l'époque, on trouvait tous les deux qu'il y avait une sorte d'angle mort, de manque de travail, je dirais, qui donne un peu la parole à ses électeurs. Sans porter le moindre jugement d'ailleurs. L'idée, ça a vraiment été d'aller à la rencontre et pas que de leur donner leur parole, mais aussi, je dirais, de documenter leur quotidien, leur vie, d'aller vraiment dans leur intimité. Et donc l'idée, ça n'a pas nécessairement été une enquête. On a symboliquement été dans des villes gérées par le Front National, mais ce n'était pas forcément une enquête sur ces municipalités, même si évidemment on a fait le lien entre ce qui pouvait séduire ses électeurs et la stratégie de ces maires ou de ces candidats à l'époque. Mais l'idée véritablement a été de travailler de fond en comble sur cet électorat qui, je dirais, était évoqué de manière un peu abstraite jusqu'alors. Oui, alors j'ai lu effectivement dans certaines de vos interventions, vous expliquez qu'il était question de donner aussi la parole à des populations qui sont invisibilisées dans les représentations médiatiques et tenter de montrer les fractures qui menacent notre société, dépeindre la France qui n'est pas en marche, également changer l'image de ses électeurs. Est-ce qu'on ne vous a pas reproché quelque part de peut-être réhumaniser ou de dédiaboliser du coup un électorat qui vote pour l'extrême droite ? C'est possible, c'est vrai que c'est des choses que j'ai pu entendre. Après, moi, on n'est pas dans une logique de dédiaboliser ou
on humanise, enfin je veux dire, ce sont des êtres humains comme vous et moi. La démarche à Denain a été un peu différente, puisque c'était pas spécifiquement un travail sur le Front National, même si effectivement c'était un fonds qui était bien présent. D'ailleurs, si je me rends à Denain à l'automne 2016, donc dans la pré-campagne électorale, ce n'est pas pour rien, parce que je sais que c'est un territoire de conquête, c'est là que Sébastien Chenu s'implante, mais là ce qui m'intéressait c'était autre chose. Au fur et à mesure du développement de cette campagne, ça a été pour le coup, et c'est un peu le sous-titre de ce livre, Les racines de la colère, de parler de cette France qui n'est pas en marche, donc plutôt de suivre pendant le début du quinquennat d'Emmanuel Macron en 2017 le quotidien de plusieurs familles sous le prisme de l'injonction à la mobilité. Et parler de la mobilité, c'est aussi bien des mobilités quotidiennes que des mobilités résidentielles, c'est aussi une façon de parler des modes de vie, du travail et des imaginaires. Et je pense que cette question des imaginaires, c'est quelque chose d'extrêmement important dans les années qui viennent. C'est un véritable chantier, je pense, pour l'ensemble de la gauche, de savoir, contourner d'une certaine manière ces imaginaires du ressentiment sur lesquels l'extrême droite a parfaitement compris comment, d'une certaine manière, parler à cette population pour être entendu. Il y a eu une interview de François Ruffin il y a 2 semaines, je crois, dans Libération, extrêmement importante sur cette question, que je vous encourage à lire et à relire. Voilà, je pense que c'est extrêmement important déjà de commencer à comprendre, documenter. Moi, c'est mon rôle. Et mettre de côté un peu cette crainte de la dédiabolisation qui, à mon sens, est complètement secondaire. Donc vous avez enquêté dans un premier temps dans ces 3 villes où le Front National est bien installé. Denain également, Marine Le Pen a vraiment enregistré un score très important. Qu'est-ce qui explique l'ancrage vraiment du Front National dans ces villes ? Alors il y a plusieurs cas de figure, parce que si on veut parler d'ancrage politique, ça dépend. Effectivement, à Hénin-Beaumont, on sait qu'il y a un ancrage extrêmement ancien, avec un travail de fond mené par le binôme Steve Briouat et Bruno Bilde, qui est un ancrage politique ancien. Si on va sur des territoires comme Denain, même si Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen, est député sur ce territoire, il n'y a pas un ancrage politique fort. Les ancrages politiques forts sont beaucoup plus anciens. Il y a des restes du Parti communiste, il y a des restes du Parti socialiste. Mais la politique, globalement, fait pas partie du quotidien des gens que je côtoie sur place. Que ce soit le Front National, que ce soit les partis de gauche, le quotidien des gens n'est pas charpenté par la politique. Qu'est-ce qui fait que donc, cette population est sensible au discours? Si on veut parler des résultats de dimanche, du second tour, je pense qu'il faut quand même pas nier le fait qu'il y a eu un vote utile, entre guillemets, contre Emmanuel Macron. C'est vraiment la France qui n'est pas en marche qui s'est déplacée et qui permet aussi quand même d'expliquer ce score extrêmement élevé pour Marine Le Pen. C'est pas nécessairement, il ne faut pas forcément le surinterpréter comme un vote d'adhésion. Il y a une part de vote d'adhésion réelle, mais il y a je pense, c'est d'ailleurs le vote dans les Antilles françaises ou dans les dom-toms en général en est aussi une des explications. On a certains territoires, je dirais, voilà, Denain par exemple, si on veut donner quelques chiffres, c'est quand même un taux de pauvreté de 45%, c'est un taux de chômage extrêmement élevé évidemment chez les jeunes. C'est une ville qui a connu une forme d'effondrement. On parle beaucoup de ce terme en matière écologique, mais il y a eu un effondrement industriel avec la chute d'Usinor dans le courant des années 80. Et cette ville ne s'est jamais relevée d'une certaine manière de cet effondrement. Il y a eu d'une certaine manière des mesures politiques qui ont été vécues comme des trahisons par bon nombre de la population. Et donc à partir de là, effectivement, c'est un terrain extrêmement favorable pour un parti comme le Front National. Oui, voilà, le Front National qui progresse là où les partis majoritaires ont abdiqué, c'est ce que vous soutenez. Le Front National vend un rêve teinté de nostalgie, c'est ce que vous dites aussi. Et le Rassemblement national, Front National, se nourrit parfaitement de l'imaginaire, du ressentiment. Vous pouvez peut-être développer ce point, s'il vous plaît. Oui, disons que c'est vrai qu'on peut constater quand même qu'on est dans une société... dans un monde contemporain, et c'est pas propre à notre pays, qui est de plus en plus fracturé, parcellisé dans ses référents culturels. Moi, j'ai 49 ans,
pense que quand on était enfant, on regardait à peu près tous les mêmes films à la télévision, on avait des référents culturels tout communs d'une certaine manière, que ce soit politique, que ce soit culturel, que ce soit sportif, etc. Et c'est vrai qu'il y a d'une certaine manière des bulles comme ça d'imaginaire qui existent. Et quand je parle d'imaginaire du ressentiment, c'est un ressentiment par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure sur le déclin industriel et d'une certaine manière le fait de parler en gros du c'était mieux avant, hein, qui revient quand même beaucoup moi dans la discussion que je peux avoir avec ces électeurs. On peut le voir aussi sur leur mur Facebook, hein, où on va partager des extraits de films anciens, où on va partager vraiment des choses du passé qui correspondent aussi à une époque, qui est cette époque des 30 Glorieuses, qui est une sorte de rêve qui est entretenu d'une certaine manière, d'une nostalgie qui est entretenue et qui fonctionne quand même assez bien. Je ne parle pas forcément des générations de personnes très âgées, hein, je parle de Quadra, de Quinca. On voit que le vote Front National sur cette élection se cristallise fortement sur les salariés, hein, de manière générale. Marine Le Pen fait quasiment jeu égal avec Emmanuel Macron dans la France entière sur l'électorat de 25 à 50 ans. C'est un chiffre quand même extrêmement marquant. Elle est très majoritaire chez les ouvriers, chez les employés, chez les femmes, dans toute la classe servicielle, que ce soit le back-office féminin dans les métiers du lien, ou dans les métiers de service chez les hommes dans la logistique, les métiers de la route. Donc, du côté des électeurs, c'est quelque part un vote sanction à l'encontre d'Emmanuel Macron qui n'aurait pas été à l'écoute de leurs revendications, de leur souffrance, même si on parle de ces territoires où il y a quand même une misère sociale très prégnante. Et de l'autre côté, il y a aussi visiblement une stratégie de normalisation de l'extrême droite qui a profité à mal. Oui, mais disons que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent sur ces territoires, moi je pense notamment à des territoires plus ruraux, disons à dimension post-industrielle, dans le Grand Quart Nord-Est. J'ai beaucoup travaillé du côté de Fourmies et dans la Vénois, hein, où les scores sont aussi très très élevés. On est sur des scores second tour de l'ordre de 65 à 70% dans les petites villes, hein, pas dans les tout petits villages. C'est que voter pour Marine Le Pen, c'est dire que quelque part on est du côté du travail. Ce que je veux dire, c'est que dans ces territoires déclassés, il y a, chez une part importante des jeunes qui ne font pas d'études, la volonté de rester dans les territoires dans lesquels ils vivent. Rester, ça passe par des formes de socialisation immédiate. Donc on construit d'une certaine manière des contre-sociétés, des réseaux. On ne va pas s'appuyer sur les services de l'État ou des collectivités locales pour trouver un emploi. Et c'est aussi une façon de se démarquer, entre guillemets, de ce que l'on appelle les cassos, hein, c'est-à-dire celles et ceux qui vivent de l'aide sociale. On est juste un petit peu au-dessus. Et voilà, c'est vraiment les gens que je peux côtoyer. Et de ce point de vue, Marine Le Pen, elle incarne, d'une certaine manière, cette France qui travaille. Et pour nombre de jeunes travailleurs sur ces territoires déclassés, le travail, c'est forcément un travail des mains, c'est le travail dans le petit BTP, c'est pas le travail dans les bureaux. Donc c'est une forme de distinction par rapport à une France technocratique, bureaucratique, qui ne leur correspond absolument pas. Là, ça touche peut-être encore une fois de plus à cet imaginaire, parce que comment Marine Le Pen peut incarner cette candidate, on va dire, des pauvres et des précaires, quand on connaît sa filiation, hein, c'est une femme plutôt bourgeoise, il y a eu beaucoup d'affaires de corruption au sein de son parti, et voilà, elle a été, sauf erreur de ma part, mise en examen, ou en tout cas, elle a eu affaire à la justice. Elle s'est présentée comme une candidate du pouvoir d'achat sans vraiment proposer des mesures concrètes. Il s'agit de leur rendre l'argent. Comment on ne sait pas. Comment Marine Le Pen fait pour convaincre ces populations ? Eh bien, ça a été toute sa stratégie depuis de nombreuses années. Hein, ce que je veux dire, c'est que la question qui a été mise en avant ces derniers mois dans l'élection présidentielle, c'est pas une pirouette de dernière minute. Il faut bien voir que Marine Le Pen s'implante à Hénin-Beaumont au milieu des années 2000, quand elle est vraiment au fond du trou au Front National. C'est Bruno Bilde et Steve Briouat qui viennent la chercher. À l'époque, c'est d'une certaine manière, comme dit Bruno Bilde, Hénin-Beaumont qui l'a sauvée. Donc elle a réussi progressivement à incarner
à partir du bassin minier, qui a quand même une identité extrêmement forte dans notre pays, cette France, entre guillemets, du travail. Et donc c'est un travail de longue haleine. Pour revenir à la dimension raciste de ce parti, moi je suis quand même assez marqué par les différences territoriales et sociologiques entre le vote pour Éric Zemmour et le vote pour Marine Le Pen. Et pour le coup, là où c'est quand même extrêmement fort, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les électeurs, une grande partie de ces électeurs, et le fond de son discours, c'est que les véritables racistes ont voté Éric Zemmour, massivement, et pas forcément Marine Le Pen. Oui, enfin surtout en plus d'ailleurs en Île-de-France et dans les villes, enfin dans les arrondissements plutôt. Oui, plutôt dans les villes côtières, dans un électorat aussi beaucoup plus âgé. Et puis voilà, il a fait une campagne avec des thématiques, à mon avis, qui étaient extrêmement, qui étaient mises en avant, et qui ont été clairement mises en avant. Ouais. Et justement, pour reparler encore de l'électorat de Marine Le Pen, qui se peut-être distingue là de celui d'Éric Zemmour, elle est souvent présentée comme la candidate des oubliés, des invisibles. Mais il y a de nouveaux visages justement qui émergent. Quel est aujourd'hui le profil des électeurs de Marine Le Pen, surtout quand on connaît les résultats dans les territoires ultramarins? Oui, bien sûr. Alors, il y a un élargissement de toute façon de son électorat. On l'a dit. Moi, je voudrais quand même insister sur le fait que 51% de son électorat est un électorat féminin, qui a un peu plus de femmes que d'hommes. Ce qui peut paraître anecdotique, mais absolument pas, dans la mesure où il faut savoir que cet équilibre dans le Front National de Jean-Marie Le Pen et des débuts de la prise du parti par Marine Le Pen était un vote extrêmement masculin. Un vote extrêmement viriliste, d'une certaine manière, et que elle a considérablement féminisé son électorat. Moi, il se trouve que j'ai travaillé depuis 2019, comme je vous le disais, du côté de Fourmies, où j'ai suivi, alors à la fois dans la Vénois, en Thiérache et en Seine-Saint-Denis, où j'ai suivi 8 femmes travaillant dans les métiers du lien. Donc ce sont des aides à domicile, une assistante maternelle, une assistante familiale, une TISF, une travailleuse familiale. Et donc, ces femmes, voilà, l'objet de ce travail, c'est pas un travail sur le Front National, mais on est sur des territoires quand même où on vote pour le Front National. Et typiquement, dans cette classe servicielle, chez les aides-soignantes aussi, on voit qu'il y a eu une prise très importante du vote en faveur de Marine Le Pen dans ce que je parlais du back-office féminin, donc dans cette classe servicielle féminine. Et comment vous l'expliquez ? Je l'explique assez simplement. Je crois que la démonstration a largement été faite de manière extrêmement médiatique, on va dire, avec le Covid, de l'état de ces professions et de la manière dont elles étaient reconnues. Même si on en a un petit peu plus parlé dans la période récente, même si elles ont gagné en visibilité. Je ne vais pas reparler du documentaire de François Ruffin aussi, Debout les femmes. On voit que le chemin à parcourir pour reconnaître à la juste valeur ces professions est encore extrêmement long. Il faut quand même savoir que, par exemple, le projet de loi Grand Âge, qui devait intégrer un certain nombre de mesures de reconnaissance pour les métiers du grand âge, a été repoussé à plusieurs reprises lors du précédent quinquennat. C'était une promesse du précédent quinquennat. Ça va revenir sur la table, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Les quelques mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron pour les aides à domicile sont plutôt proches de l'aumône plus qu'autre chose, plus qu'une vraie reconnaissance. Donc là, typiquement, on est dans des professions qui sont complètement mises de côté et ces femmes ne se sentent pas reconnues. Et d'une certaine manière, une partie d'entre elles, pas toutes évidemment, vont glisser un bulletin de vote pour Marine Le Pen. Après, il y a eu l'effet aussi dans les métiers hospitaliers, chez les infirmières, chez les aides-soignantes, de la question de l'obligation du pass vaccinal qui a fait quand même des dégâts dans une partie de ces professions. Mais il y avait une autre alternative à Marine Le Pen, il y avait Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi un vote pour Marine Le Pen plus que pour Jean-Luc Mélenchon, qui défend quand même un programme social beaucoup plus cohérent beaucoup plus cohérent que Marine Le Pen. Moi, je suis pas un spécialiste de ces questions. Ce que je peux vous dire, c'est que après, c'est une question entre guillemets de compréhension, enfin de compréhension, pas de compréhension, mais de langage. Il y a tout un vocabulaire, d'une certaine manière, quand une partie de la gauche parle, elle n'est pas forcément audible par une partie de cet électorat au sens large. Elle n'est pas comprise, elle n'est pas perçue comme
comme crédible. J'ai parfois l'impression, en ayant discuté avec ces personnes que j'ai pu suivre, mais vraiment dans leur intimité, que certains dirigeants de gauche parlent une autre langue que la leur, d'une certaine manière. Et quand je parle de travailler sur les imaginaires du ressentiment, je pense que ça passe aussi par la réinvention d'un vocabulaire et peut-être par une plus grande écoute aussi des dirigeants de la gauche auprès de ces populations. Vincent, il y a eu d'autres territoires où Marine Le Pen a obtenu son meilleur score, 69,6% en Guadeloupe. Globalement, la candidate du Rassemblement national est en tête dans les Outre-mer, à rebours de la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Comment expliquez-vous ce résultat? Alors, je sais que vous avez surtout travaillé sur les territoires de l'Hexagone, mais je pense que vous avez un avis sur les territoires ultramarins. Je pense qu'il faut quand même pas oublier les résultats du premier tour dans les territoires ultramarins. Je fais une exception sur le cas de Mayotte qui est extrêmement particulier. Je connais bien Mayotte. On pourra en discuter si vous voulez. Mais pour les autres territoires ultramarins, il ne faut pas oublier que Marine Le Pen arrive quand même très loin derrière Jean-Luc Mélenchon, parfois loin aussi derrière Emmanuel Macron. Voilà, et c'est surtout, de mon point de vue, ce qu'on a pu constater aussi en France, dans certains territoires, un vote de rejet contre Emmanuel Macron, très très clairement. On connaît la situation extrêmement compliquée de la Guadeloupe depuis de très nombreuses années, sur des questions environnementales, sur des questions de confiance à l'égard de la métropole, et clairement c'est un vote massif de rejet, avec aussi une abstention massive, il ne faut pas l'oublier, puisque je crois de mémoire que le taux d'abstention est de près de 40% en Guadeloupe, et dans les territoires ultramarins de manière générale. Et donc là, on assiste effectivement à une forme de sécession politique de ces territoires à l'égard de Paris. D'ailleurs, l'abstention aussi progresse à Denain. L'abstention aussi profite à Marine Le Pen, que ce soit sur l'Hexagone ou dans les territoires ultramarins. À Denain, elle progresse dans des proportions, je dirais, équivalentes à ce que l'on a pu voir au plan national. Mais oui, c'est extrêmement important de rappeler qu'on a une part extrêmement... Enfin, là où le Front National fait de gros scores, l'abstention est globalement plus importante aussi. Et Vincent Jaroussot, donc là, l'interview va bientôt toucher à sa fin. C'est important quand même de parler de vos projets en cours. Vous avez commencé à l'évoquer. Je pense à votre prochain livre, Les femmes du lien. Est-ce que vous pouvez peut-être davantage développer? Quand est-ce qu'on peut attendre la sortie de ce livre? Alors, c'est un livre qui va sortir le 22 septembre aux éditions Les Arènes, qui, comme les deux précédents, prend cette forme un peu... original à la fois du roman photo documentaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail de reportage où je passe énormément de temps avec ces femmes, à la fois dans leur travail et dans leur intimité. C'est vraiment, on partage des choses ensemble. C'est à la fois un travail qui allie un travail sur les représentations par l'image et où je recueille donc la parole que je restitue dans les bulles, donc avec une validation des protagonistes. Donc comme je l'expliquais, j'ai voulu suivre à la fois des travailleuses du lien en Seine-Saint-Denis, donc plutôt d'origine africaine, et dans la Vénois et en Thiérache, donc à la fois des aides à domicile, des aides-soignantes, une assistante maternelle, une TISF, comme je disais tout à l'heure, une travailleuse familiale, métier, profession pas assez connue, extrêmement importante, je pense. Et l'idée, c'est vraiment à la fois de montrer concrètement par les gestes, par l'importance qu'elles peuvent jouer pour maintenir un semblant de cohésion déjà dans notre pays. On travaille sur les extrêmes des âges de la vie, sur les fragilités. C'est une sorte, je dirais, d'appel à ce que dans notre pays, on reconnaisse enfin à leur juste valeur ces professions, non pas uniquement par le salaire, mais aussi par la reconnaissance sociale. Ce sont des femmes qui vraiment adorent ce qu'elles font, retirent énormément de fierté, mais voilà, concrètement, une aide à domicile doit passer 13 ans pour atteindre le SMIC, pour accéder au SMIC. Les aides à domicile, c'est un taux d'accident du travail qui est 2 fois supérieur à celui des ouvriers du BTP. Ce sont des choses qui sont peu connues. Et voilà, elle continue, souvent avec beaucoup de dignité. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Il y a un peu de BD aussi dans ce livre, puisque chaque récit de femme
est ouvert sous forme de BD dessinée avec les dessins de Thierry Chavant, qui avait réalisé l'enquête sur Sarkozy-Kadhafi avec Mediapart. Et donc dans ces récits en BD, on parle du passé de ces femmes, elles parlent de leur passé et de ce qui les a amenées à exercer ces professions. Donc on voit d'où elles viennent aussi, hein, donc ce sont vraiment des enquêtes sociales. Et voilà. Et dans mes projets en cours, au-delà de ce livre, j'ai co-réalisé un documentaire avec Laurence Deleur, à Denain, justement, qui est une suite adaptation, on va dire, des Racines de la colère, qui s'intitule « Nous, les enfants de Denain », où pendant 1 an, nous avons suivi un jeune couple et leurs parents sur la question, pour eux, de savoir s'ils restent ou s'ils partent de cette ville. Voilà, on a d'un côté Alan, qui est apprenti en plomberie, en bâtiment, on va dire, et sa petite copine Chloé, qui est en bac pro service à la personne. Et donc, on suit justement cet imaginaire des ressentiments qui est extrêmement présent dans le film. Et donc, ce sera diffusé sur France 2, dans l'émission Infrarouge, à une date qui n'est pas encore fixée. Ça devait être diffusé là pendant les élections, mais l'ARCOM était passé par là et malheureusement, ce ne sera pas diffusé au mois de mai. De toute façon, on suit votre actualité. J'ai vu que vous aviez un site internet très fourni où toutes les informations sont mises à jour, également sur Twitter, où vous partagez justement toutes vos publications et les travaux qui sont en cours. Je rappelle que Vincent Jarousseau est photographe, documentariste et auteur de L'illusion nationale et les racines de la colère, et donc des femmes du lien, à paraître très bientôt. Et donc on vous invite à soutenir le travail de Vincent Jarousseau, qui vraiment donne la parole à ces personnes qui sont invisibilisées et que cette France ne veut pas voir. C'est laissé pour compte de la République. Merci beaucoup, Vincent Jarousseau.